Bonjour Jean-Pierre Bouvier. Bonjour. Vous allez vous déranger dans votre lecture. Oui. Écoutez, on est aujourd'hui en rencontre avec Jean-Pierre Bouvier, auteur d'un nouveau livre qui va sortir bientôt. Il s'appelle Anecdote. On va le montrer si vous le permettez. Voilà. Alors, on en parle en quelques instants, bien sûr, de cette couverture. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre Anecdote? D'abord, j'ai commencé à écrire sérieusement vers 2009, où je remplissais des pages et des pages et des pages. Et après 4 ou 5 années d'écriture à ce rythme-là, j'ai commencé à regarder après coup qu'est-ce que j'avais écrit. J'ai vu qu'il y avait des perles là-dedans et je les ai tout simplement pris ce qu'il y avait de meilleur. Et il y avait beaucoup d'anecdotes dans ces perles-là. Il y avait autre chose aussi, avec des maximes, des aphorismes. Si vous voulez, je peux vous en lire une. Oui, allez-y. Par exemple, Très belle idée. pourquoi ça s'appelle Anecdote? Ben, je vais vous lire une anecdote qui se passe au Café Rosemère. Alors, j'étais au café. J'étais au café de Rosemère, affalé dans un siège de cuir avec une attitude arrogante. Je jouais les grands aristocrates à qui tout leur est dû et pour qui on se fend en quatre et fait des courbettes. Vous n'êtes rien, suggérait ma désinvolture. Et je frimais dans ma posture en exhibant malicieusement l'objet de mon intérêt, le bourgeois gentilhomme, objet qui, pensais-je, me mettait en valeur. Ben alors, écoutez, belle idée de nous avoir lu une anecdote. Justement, pourquoi avoir choisi ce titre, Anecdote? Est-ce qu'il n'y a que des anecdotes? En fait, comment vous expliquez le titre que vous avez choisi pour votre livre? Il y a beaucoup d'anecdotes, il n'y a pas que des anecdotes, il y a aussi des pensées comme quand on devient plus bon à rien, on devient philosophe. Ça, c'est une anecdote, en fait, qui est tout simplement une idée. D'accord. Puis il y a beaucoup d'idées de ce genre-là, un peu comme La Rochefoucauld nous disait, par exemple, on parle peu quand c'est pas pour se vanter. C'est ça un peu, dans une autre façon. On parle peu si c'est pas pour se vanter. C'est ce genre de description du comportement humain que je fais un peu en m'observant moi-même. Dites-moi, est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est le livre d'un philosophe? Justement, oui, parce qu'il y a beaucoup d'observations. Il y a beaucoup de... Par exemple, je lisais Le Devoir, et là, je me rends compte que je lis Le Devoir, mais de façon ostentatoire. Oui. Ostentatoire, en voulant montrer que je lis Le Devoir. Mais une fois rendu chez moi, je m'en étais pas rendu compte sur le coup pendant que je lisais Le Devoir, que je voulais qu'on voit le livre. Et rendu chez moi, je me suis dit, mais coudonc, je lisais Le Devoir en voulant qu'on voit le livre. Est-ce vraiment ça qui s'est passé? Donc j'avais comme... Et c'est ainsi que c'est le livre d'un philosophe, parce que c'est un livre de quelqu'un qui, après coup, fait un examen de conscience, puis se dit, c'est à ça que j'ai pensé, c'est ça que je voulais, c'est ça que je désirais, c'était ça mon intention. Et ainsi, c'est une volonté de se perfectionner, de devenir une meilleure personne, une personne plus vigilante, plus consciente d'elle-même. C'est ça, philosophie. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le livre traite de l'estime de soi? Est-ce l'essentiel du livre, finalement? Il y a beaucoup d'anecdotes ou d'aphorismes qui traitent d'estime de soi, mais ce n'est pas que ça, le livre, évidemment, c'est beaucoup plus. Mais quand je dis s'il y a une voiture, quand j'avais perdu mon emploi, tout ça, j'avais été plusieurs années comme ça, sans travailler. J'ai voulu comme embarquer dans une voiture qui était pas vraiment luxueuse, mais une voiture récente de l'année, ou peut-être qu'il y avait 2-3 ans. Et je me sentais pas assez bien pour cette voiture-là. Donc le livre, ça nous montre à quel point mon estime de moi avait baissé, avait descendu par la perte de cet emploi. Et c'est de cette façon-là, des anecdotes comme celle-là, qui prouvent que le livre traite en partie l'estime de soi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous êtes un peu snob, vous parlez de beaucoup de l'élite? Bien, si on regarde l'anecdote que j'ai lue en premier, l'anecdote sur... je faisais comme les aristocrates. C'est sûr que j'essaie d'appartenir à une caste, j'essaie de réussir avec mon livre, j'essaie d'appartenir à une élite artistique, une élite intellectuelle. Mais je n'ai pas la prétention d'être un intellectuel, d'être un grand intellectuel, d'avoir des grandes idées. J'ai la prétention d'être un philosophe, parce qu'on peut être philosophe, même si on n'est pas un grand intellectuel. Le philosophe, c'est quelqu'un qui aime la sagesse, puis qui veut être plus sage, on peut atteindre la sagesse par l'expérience, par l'imitation ou par la réflexion. Donc, oui, snob, oui, un peu. Oui, je suis snob un peu, si on peut dire que oui.
Ça ne vous gêne pas comme ça? Non, ça ne me gêne pas. Vous écrivez que lorsqu'on n'est plus bon à rien, on devient philosophe. Ben justement, Alors là, oui. oui. À force de... On perd son travail, on perd tout, on sent qu'on n'a aucune valeur, et là, on se met à réfléchir, on se met à s'analyser, à s'observer, à remettre en question sa vie. Puis on a beaucoup de temps pour réfléchir, pour se scruter, pour s'analyser, pour penser à la vie, pour penser au sens de la vie. Alors oui, on devient philosophe quand on ne sert plus à la société en gros, si on veut. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous êtes un moraliste? Est-ce que vous proposez des canevas de vie? Oui, c'est sûr que moraliste dans le sens qu'un moraliste, c'est quelqu'un qui décrit le comportement humain. Il y a beaucoup ça dans mon livre, beaucoup de descriptions. Vous parlez de C'est La moi-même. Rochefoucauld, entre Oui, La autres. Rochefoucauld, qui justement, je l'ai cité tout à l'heure, qui disait qu'on parlerait plus si c'était pas pour se vanter. Bon, c'est une généralité, ça veut pas dire que tout le monde parle beaucoup parce qu'ils se vendent, puis ils parleraient pas s'ils se vendraient pas, mais en gros, il y a beaucoup de personnes qui vendent tout ça. Mais moraliste, oui, en quelque sorte, il y a beaucoup de descriptions de mœurs et de comportements dans le livre. Oui. Alors, il y a un côté anthropologique dans votre livre, on peut dire. Lié beaucoup à l'observation des êtres humains dans les contextes sociaux, entre autres. Exactement, oui, c'est ça. Oui, je peux observer les autres ou m'observer moi-même, tirer des conclusions. C'est sûr que quand je regarde les autres, je peux pas lire dans le subconscient. Je peux pas lire leur esprit, donc je peux pas savoir. Je peux pas lire leur pensée. Exactement. Écoutez, moi, je vous propose de terminer cette courte rencontre avec une lecture. Oui. Si vous voulez bien nous lire un passage, ou même deux, peut-être. Oui, deux. Et nous donner, deux passages. un peu le là pour chacun de ces... Alors, un passage qui est un petit peu, qui relate un peu l'estime de soi, si on veut. J'étais à la petite église de Saint-Eustache, et le maire fut appelé à faire un discours. Il n'était pas encore dans mon champ de vision que j'étais sur la défensive. Je me disais que ce devait être quelqu'un de très ordinaire qui ne me valait pas. À la limite, je le méprisais pour ne pas être écrasé par son titre, car c'est le titre qui écrase. J'ai ressenti tout cela sans même avoir vu le maire en question. Ce qui, lui, se prend pour qui? Pour un maire? En a-t-il l'étoffe? T'es rien, toi, t'es même pas un maire, me dis-je inconsciemment. Alors, c'était l'anecdote. Je vais vous en lire une autre maintenant. C'est un autre style. Sur le qui-vive, il sort de chez lui pourri, comme ça. Il se sent épié, suivi. Il avance sur la rue. Une voiture stationnée allume ses phares. Il croit que c'est un signe. Il a peur. Il rebrousse chemin. Il marche donc vers l'autre coin de rue. Un type en imperméable fraude. Il croit qu'on veut lui faire peur. Il pense qu'il n'est pas le bienvenu dans ce quartier. Tout à coup, un homme sort de chez lui avec une gueule de gangster à vous donner la frousse. Il en a peur. Il pense qu'il va faire dans son froc. Il décide de se mettre à l'abri, de rentrer chez lui. C'est trop dangereux. Une fois chez lui, il inspecte toutes les pièces pour être sûr qu'il est seul. Puis, il prend un pot de pilule dans la pharmacie et avale un antipsychotique.